La maison. On vient de me remettre les clés. Donc pour aujourd'hui, je suis maintenant propriétaire de la maison que vous voyez derrière moi. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'endroit où vous vous retrouverez à ce moment ici. Et nous voici encore de retour pour vous présenter notre émission Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique. Vraiment, ça nous fait plaisir toujours, quand nous sommes devant la télévision, d'essayer de partager beaucoup de choses à travers Moelle TV. Cela nous donne une opportunité pour que nous puissions savoir beaucoup de choses qui se passent ici aux États-Unis, surtout en matière d'immobilier. Donc, pour rappel, immobilier, c'est ici aux États-Unis d'Amérique, c'est tout ce qui concerne les maisons, les boutiques, les appartements, les terrains. Je pense que à travers cette émission, nous essayons d'expliquer un peu plus en profondeur ce que c'est l'immobilier. Et notre émission qui est titrée Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique, c'est une émission qui vous donne l'occasion de découvrir comment est-ce que vous pouvez devenir soit les propriétaires d'une maison ou soit comment est-ce que vous pouvez vendre. Et aussi de cette émission, pour que nous puissions aussi vous enseigner aussi ce qui concerne le domaine des banques, les mortgages, tout ce qui est comme loan, que nous appelons les crédits immobiliers ici aux États-Unis, quels sont les mécanismes à utiliser. Alors, sans pour autant prendre beaucoup de temps, donc nous continuons notre série d'émissions. Nous pensons que nous avons fait la première émission, nous avons essayé un peu de parler des crédits. On a parlé des crédits, on vous a préparé comment est-ce que il faut être prêt pour acheter la maison. On vous a donné les processus à suivre. Donc, ceux qui n'ont pas suivi cette émission-là, donc vous pouvez toujours suivre. Nous avons lié toutes ces émissions ensemble pour que vous puissiez suivre. Donc, si vous allez à Moelle TV, vous suivez les émissions. Souvent, nous avons catégorisé les émissions par rapport, c'est-à-dire les chaînes d'émissions. C'est-à-dire, si c'est Lingala Sans Tabou, on a mis toutes les émissions de Lingala Sans Tabou ensemble. Si vous allez sur Interpellation Sans Tabou, donc toutes les émissions sur Interpellation Sans Tabou, nous avons mis ça ensemble. Donc, nous allons aussi vous rappeler qu'il ne faut pas oublier, Moelle TV vous propose à ce moment ici, c'est 5 catégories d'émissions. Donc, la première émission, c'est Lingala Sans Tabou. Nous avons Interpellation Sans Tabou. Nous avons Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique. C'est cette émission que nous sommes en train de vous présenter maintenant. Et puis, nous avons aussi un Tax Return aux États-Unis. Là, il faut que vous sachiez que pour cette émission, bientôt nous allons commencer une série d'émissions pour vous préparer au Tax Return, ce qu'on appelle les déclarations d'impôts 2024, donc qui se fera normalement en 2025 où on fait la déclaration, mais ça sera pour les impôts 2024. Donc, ceux qui ne sont pas encore au fait membres ou souscrits ou abonnés à Moelle TV, je vous demande de vous abonner pour suivre les émissions qui concernent les taxes. On va vous parler de ce qui va changer en 2024 parce que vous en avez les droits pour savoir. Et nous avons aussi l'écho d'Atlanta. Ça, c'est les émissions que nous amenons avec la communauté congolaise d'Atlanta parce que quand même, j'habite la ville d'Atlanta. Nous avons créé cette émission-là pour donner opportunité à tout le monde
qui pourra participer et donner son avis pour les diverses informations ou d'encadrement de la communauté. Donc, c'est un peu ça pour ceux qui pensent que ils ont toujours des questions. Vous pouvez toujours nous appeler ou soit nous envoyer un email si vous voulez communiquer par email ou nous envoyer un texte message ou nous appeler à ces numéros-là et vous aurez beaucoup de temps pour parler avec nous et nous pouvons toujours vous expliquer. Donc, pour ceux qui veulent acheter la maison ici à Atlanta, donc les informations, nous allons vous les donner à la fin de cette émission. Et notre émission aujourd'hui, nous l'avons nommée, donc c'est une émission que nous avons nommée, ça sera les rôles d'un agent immobilier ici aux États-Unis d'Amérique. Les gens ont toujours cette confusion-là. Souvent, quand vous êtes agent immobilier ici, en fait, aux États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de services, ça va, les services là qui interviennent dans les processus. Et souvent, nos clients ont toujours une confusion, même avant et après l'achat d'une maison ou des ventes d'une maison, ou soit l'occupation d'une maison, ça peut être une maison à louer. Ils ont toujours cette confusion de nous confondre. Alors, à travers cette émission, nous allons essayer de vous expliquer vraiment quel est le rôle d'un agent immobilier. Mais d'abord, nous allons essayer de vous rappeler un tout petit peu par rapport au crédit. Et aussi, nous allons essayer un peu de vous dire quelque chose que nous n'avons pas parlé à ce qui concerne les crédits. Et puis, nous allons attaquer notre émission telle que nous l'avons prévu. Donc, nous demandons votre attention. Et là où vous êtes, partagez cette émission pour vos proches ou tout le monde qui est aux États-Unis d'Amérique qui voudrait acheter une maison ici. Et aussi, pour ceux qui sont en dehors des États-Unis d'Amérique, il ne vous est pas interdit de suivre cette émission ou de nous contacter si vous avez besoin d'investir ici aux États-Unis dans les domaines immobiliers. Nous pouvons toujours vous assister à faire cela. Donc, il ne faut pas oublier que nous qui sommes là, nous sommes broker ici aux États-Unis d'Amérique, qui veut dire je suis courtier immobilier, dans ces termes, c'est-à-dire dans un terme clair en français, les courtiers immobiliers qui a vraiment des diverses fonctions si nous comparons par rapport en Afrique ou d'autres pays. Ici aux États-Unis, ça a une autre connotation. Et puis ensuite, même quand nous allons développer bientôt pour les agents immobiliers, vous allez constater cette différence. Alors, sans pour autant tarder, nous allons passer directement dans notre sujet. Comme je l'avais dit tantôt, nous allons parler de ce que nous appelons les rôles d'un agent immobilier aux États-Unis d'Amérique. Donc, nous allons essayer un peu de parler de ça et puis essayer un peu de vous éclaircir. Donc, pour le moment, nous parlons des résidentiels, de tout ce qui est résidentiel. Et puis, à un certain moment, nous allons, c'est-à-dire switch, ou ce qu'on appelle, nous allons changer la page pour parler des activités commerciales. Donc, c'est comme ça, vous voyez, nous sommes toujours dans les points P. Nous allons essayer de vous rappeler de ce que nous avons dit à ce qui concerne les crédits. Donc, il faut savoir que les crédits, si vous voulez acheter la maison ici aux États-Unis d'Amérique, d'abord, vous devez arranger votre crédit. Donc, le crédit, c'est un clé qui est très, très important. Quand vous n'avez pas un bon crédit, vous ne pouvez pas vraiment acheter une maison ici où vous allez investir beaucoup d'argent pour que vous soyez éligible pour l'achat d'une maison résidentielle ici aux États-Unis. Donc, nous avons dit que si vous avez 625 plus, c'est très bien. Donc, nous avons dit que les 625, c'est vraiment le minimum négociable que tout le monde doit avoir. Ça, c'est bien parce que là, au moins, le lender va vous donner ce qu'on appelle un taux d'intérêt très considérable. Mais nous avons dit, si vous avez 700 ou plus, c'est très meilleur. Mais si vous avez aussi 645, qui est aussi très bon, nous allons vraiment apprécier. Mais nous avons dit, quand nous allons parler des programmes, des crédits, les différents programmes de crédit, nous allons beaucoup insister pour vous expliquer chaque programme a aussi ses exigences. Alors, si vous allez, par exemple, travailler dans les programmes que nous appelons les FHA, les FHA, nous allons expliquer, mais prenez ça comme ça. Les FHA, c'est un programme de l'État, c'est-à-dire c'est un programme gouvernemental qui vous permet d'acquérir, ou soit d'acquérir une maison, ou d'acheter une maison quand vous avez un crédit
qui commence de 500 à 580, à 580, beaucoup plus si vous avez aussi beaucoup de down payment. Donc, ça, ce sont des cas exceptionnels. Vous pouvez avoir 500, vous avez beaucoup de down payment, ça devrait mettre beaucoup d'argent dans les procédures d'achat. Si vous avez 500, 520, 525, jusqu'à 580 les minimums, vous pouvez vraiment acheter. Donc, vous avez ce qu'on appelle down payment considérable et income stable. Donc, vous pouvez toujours acheter une maison. Donc, vous voyez que à ces points, donc vous serez capable d'acheter une maison comme vous voulez. Donc, les crédits, c'est très, très, très important. Mais il faut savoir aussi que ici aux États-Unis d'Amérique, comment est-ce que ça fonctionne? Le gouvernement, je vais vous parler de cette histoire. Quand nous allons parler normalement des différents programmes et des crédits immobiliers, je vais vous raconter une petite histoire. Mais le gouvernement américain appuie d'autres entreprises. Ce sont des privés, des investisseurs. Ici aux États-Unis, nous avons des grands investisseurs qui sont privés, qui travaillent en collaboration avec les gouvernements américains. Ces entreprises, ils ont vraiment aussi leurs conditions. Si vous voulez acheter une maison, vous allez voir que Moele TV est une chaîne conçue pour vous qui êtes intéressé par des informations concernant les voyages, les taxes aux États-Unis d'Amérique, les immobiliers aux États-Unis d'Amérique et dans le monde entier, l'immigration, ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Pour vous donner un paquet complet de ces informations et nouvelles, Moele TV vous offre de précieux cadeaux de 2023 à 2024 à travers ses 4 émissions phares. 1. Lingala Kaka sans tabou. 2. Interpellation sans tabou. 3. Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique USA. 4. Taxe retourne aux États-Unis d'Amérique USA. Qu'allez-vous découvrir à travers ces émissions? 1. Lingala Kaka sans tabou. Une émission de lutte contre les antivaleurs, présentée en langue lingala facile. Pour les peuples africains, le lingala, une langue originaire de la République démocratique du Congo et République du Congo. Banaya Kinshasa, Peya Braza, émission Nabino, Yango Yoe. 2. Interpellation sans tabou, une émission de lutte contre les antivaleurs, présentée en langue française facile pour le peuple du monde en général, mais le peuple africain particulièrement. 3. Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique, USA. Oh, quelle opportunité! Cette émission vous donnera toutes les informations que vous voulez en ce qui concerne les immobiliers aux États-Unis d'Amérique, USA. Voulez-vous savoir comment devenir propriétaire, vendeur, locataire ou bailleur, l'évolution du taux d'intérêt, l'OANS au crédit immobilier aux États-Unis et autres? Suivez cette émission. 4. Taxe retourne aux États-Unis d'Amérique USA. Cette émission vous prépare pour les échéances prochaines pour vos taxes aux États-Unis d'Amérique. Moele TV vous aime bien. Partagez, aimez et abonnez-vous pour suivre d'autres épisodes. À bientôt! Là, ils vont toujours demander aux banques de respecter ce que nous appelons les guidelines. Les guidelines, par exemple, nous avons les 2 grands programmes ici aux États-Unis qui normalement fonctionnent au niveau des second marché, où on appelle ça les second market, que nous allons expliquer à la langue. Mais ces 2 programmes-là, c'est Fannie Mae et Freddie Mac. Ces programmes-là, leurs crédits par rapport à leurs guidelines, ou ce qu'on appelle leur ligne de crédit, donc ils peuvent vous accepter quand vous êtes au-dessus des 720, comme nous avons dit, c'est acceptable. Donc de 620 à 660, c'est marginal, ce qui veut dire que vous pouvez être toujours qualifié, mais ils n'acceptent pas que vous ayez un crédit quand vous êtes en dessous des 620. Ce sont des 2 programmes qui sont vraiment des grands programmes, des grands investisseurs qui achètent les loans au niveau
des lenders, c'est-à-dire, et ils achètent les loans. Donc, les gens ne comprennent pas souvent, quand vous achetez une maison, nouvellement, vous allez voir, par exemple, après 1 mois, 2 mois, vous allez voir que le lender qui vous a aidé à acheter une maison, ça change. On vous envoie la lettre pour dire que voilà, votre nouvelle banque ou votre nouveau lender, c'est tel. Donc, à ce moment-là, la banque qui vous a aidé, donc le lender qui vous a aidé à acheter la maison, va vendre ses accrédits à ces grands investisseurs. C'est comme ça que vous allez voir que d'un moment à l'autre, ces programmes-là, c'est-à-dire votre lender va changer. Donc, nous allons parler de ça, on va décortiquer ça au moment opportun. Donc, je voulais seulement vous faire savoir que il y a des crédits qui sont à un certain niveau. Donc, ça veut dire que le crédit, c'est très important, vraiment de construire votre crédit quand vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Donc, il faut éviter d'avoir des dettes, il faut éviter tout ça, et puis toujours garder votre crédit très bien et toujours très haut. Donc, vous allez voir que de 300 à 850, et les gens qui sont à 800, j'ai toujours dit qu'ils sont des formidables parce que ce sont des gens qui ont une grande capacité de paiement. Donc, ils sont trop crédibles. Donc, les banques vont toujours les assister. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler des rôles d'un agent immobilier aux États-Unis d'Amérique. Comme j'avais dit, donc, il faut éviter des confusions. Donc, un agent immobilier ou encore, nous les appelons aussi un vendeur immobilier, communément appelé ici aux États-Unis en anglais, a salesperson ou bien sales associate ou bien a realtor. Donc, ça, ce sont des termes. Si vous voyez, on appelle quelqu'un ces termes-là, salesperson, sales associate et realtor. Là, on nous appelle comme ça en anglais. Donc, il faut savoir que quand on appelle quelqu'un comme ça, c'est un agent immobilier. Donc, vous allez voir aussi par définition, c'est un professionnel agréé avec une licence ou un numéro d'agrément qui aide et accompagne un client dans le processus d'achat, de vente ou de location d'une propriété telle qu'une maison, un terrain, un immeuble, un building, une parcelle, un appartement. Donc ça, c'est ça son travail. Ici, je voulais beaucoup plus insister parce que les gens ne comprennent pas. Nous voyons beaucoup de gens qui exercent les activités de real estate comme agents. Vous allez voir à côté de vous, là, je vois même dans certains groupes où les gens font des publicités, des maisons qu'on vend, et tout ça, et ils sont des commissionnaires. Alors, je vais aussi dire qu'il faut faire attention. Quand vous êtes aux États-Unis d'Amérique, être un commissionnaire comme en Afrique, comme dans d'autres pays, c'est différent ici. Ici, il faut avoir la licence. Si vous faites des activités immobilières qui va vous rapporter ce que nous appelons commission ou bien des compensations, attention, il faut avoir une licence. Et sinon, vous serez poursuivi ici, même arrêté, même en prison. C'est très dangereux pour les gens qui jouent avec les domaines de real estate. Si on tombe sur vous ou bien on vous reporte, c'est vraiment un danger. Vous allez vous exposer aux sanctions plus graves. Alors, si vous aussi, les consommateurs, si vous voyez quelqu'un, vous avez une maison, il dit que non, voilà, moi je vais vous vendre la maison, mais je vais mettre votre appartement sur les réseaux sociaux. Il faut lui poser la question s'il a une licence pour le faire. Donc, au moment opportun, nous allons beaucoup, et puis on va expliquer les cas exceptionnels au moment opportun, mais n'importe qui ne peut pas se prévaloir d'être un agent immobilier pour faire cette finish. Et si vous devez avoir un numéro, c'est-à-dire une licence pour exercer cette activité d'immobilier ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, continuons pour vous dire, c'est très important de comprendre cela. Ça va vous aider partout où vous êtes. Alors, nous avons dit que, deuxièmement, c'est une personne qui exerce des activités immobilières tout en étant employé par un courtier immobilier agréé ou toute personne autre qu'un courtier immobilier associé qui agit au nom d'un courtier immobilier, c'est-à-dire en accomplissant tout acte autorisé à être posé par le courtier dans les domaines immobiliers. Ça, c'est très important. Je voulais vous expliquer ici que un agent immobilier, d'abord, par rapport au processus et au grade qu'on donne ici dans le domaine immobilier, c'est-à-dire quand vous devenez un agent immobilier, vous ne pouvez pas exercer cette activité sans pour autant être supervisé
par ce que nous appelons les courtiers immobiliers. Les courtiers immobiliers, on appelle ici broker, real estate broker, c'est celui qui encadre un agent immobilier. Et l'agent immobilier ne fait que travailler pour les comptes des courtiers immobiliers. Donc, cela veut dire que s'il y a un problème qui tombe, les conflits ou mésententes ou mauvaise conduite d'un agent immobilier, donc principalement, c'est lui qui est responsable de ces actes, c'est les courtiers immobiliers. C'est comme ça, vous allez voir que dans les agences immobilières ici aux États-Unis d'Amérique, donc l'agent agit au nom du courtier immobilier. Alors, c'est comme ça, vous devez voir. Il y a aussi d'autres, c'est-à-dire quand nous avons dit qu'il y a des courtiers immobiliers associés. Les courtiers immobiliers associés, c'est une personne qui est aussi courtier immobilier, qui a une licence, mais travaille pour l'autre. Cela veut dire qu'il pose les actes en tant que courtier immobilier, mais supervisé par l'autre qui est aussi courtier immobilier, mais parce qu'il travaille dans son entreprise. Il pose des actes dans son entreprise. Alors, ce courtier immobilier est appelé courtier immobilier associé. Donc, à ce moment-là, il peut aller faire son entreprise. Il travaille avec la supervision d'un courtier immobilier qui est son entreprise ou soit qui exerce ses activités. Donc, à ce moment-là, on l'appelle, c'est-à-dire courtier immobilier associé, qui est vraiment à séparer avec agent immobilier. Donc, le courtier immobilier associé peut aider les courtiers immobiliers pour encadrer les agents qui sont sous la gestion de l'agence qui les gère. Donc, vous devez faire attention quand vous voyez un agent qui vient travailler. Donc, cet agent-là représente une société. Donc, c'est la société qui est responsable des actes que l'agent pose. Donc, là, il faut savoir cette différence-là, c'est très important. Donc, vous allez voir, nous continuons ici. Nous avons dit que on va donner la différence, puisque si nous rentrons un peu derrière, nous avons dit que l'agent immobilier peut être un employé et aussi peut être un indépendant. Ici, pourquoi nous parlons d'un agent qui peut être un employé? Prenons par exemple, vous avez fini vous avez réussi à obtenir une licence. Quand vous allez chez un courtier immobilier, il peut dire non, voilà, qu'est-ce que vous choisissez? Être un indépendant ou être employé? Être employé, nous avons bien dit, l'emploi, c'est travailler chez quelqu'un. Donc, vous allez travailler chez quelqu'un et vous allez être payé. C'est ça, en fait, la différence. Donc, nous allons faire la différence entre un agent immobilier indépendant et un agent immobilier employé. Donc, un agent immobilier traité comme employé est un agent qui garde bel et bien sa licence, mais est traité comme un employé par les courtiers immobiliers responsables, avec un salaire. Ici aux États-Unis, nous parlons toujours des W-2, donc les gens qui reçoivent des W-2. Donc, ce sont des... Si un agent reçoit un W-2, c'est-à-dire il est employé, plus des avantages sociaux, tels que sécurité sociale, les 401k, tous les avantages que vous connaissez ici aux États-Unis quand vous êtes travailleur. Et puis, quand vous êtes travailleur, donc les taxes seront retenues à la source. Donc, vos taxes et contributions, vous connaissez les contributions que nous avons ici. Nous avons les contributions de sécurité sociale, nous avons les contributions que nous payons, ça dépend. Hein. Il y a par exemple des différentes sociétés, ils ont les différents pôles ici, ou ce qu'on appelle les différentes organisations au sein de la société. Donc, toutes les contributions et puis les taxes de l'État, les taxes fédérales et les taxes des States, c'est retenu. Donc, ça, c'est un agent immobilier qui est considéré comme, en fait, employé dans cette agence immobilière. Donc, vous allez voir maintenant, celui qui est indépendant. Donc, celui qui est indépendant, c'est quelqu'un qui n'a pas un salaire. On ne le paye pas chaque mois comme un employé. Celui-ci, son contrat, c'est-à-dire, c'est un agent qui détient une licence, mais est traité comme un indépendant par son courtier immobilier responsable. Cela veut dire qu'il ne reçoit aucun salaire ou des avantages sociaux. Ces taxes et contributions ne sont pas retenues à la source, mais plutôt
payé par lui-même. Donc, lui-même paye ses taxes. Il reçoit une compensation ou encore une commission auprès de son courtier responsable sur base d'un pourcentage bien spécifié ou fixé dans un contrat. Donc, ici, il faut retenir que quand vous êtes un courtier, en fait, quand vous êtes un agent immobilier indépendant, donc il vient dans une société, il s'attend, il a sa licence, il présente la licence chez les courtiers immobiliers, les courtiers immobiliers, ok, je vais vous engager, mais comme un indépendant. Vous allez travailler comme un indépendant. Ça veut dire que quand vous allez avoir un marché, vous vendez une maison, soit vous aidez un vendeur à vendre sa maison, donc les fruits, c'est-à-dire ce que nous appelons compensation, donc habituellement, vous appelez ça commission, mais nous, dans notre terme, c'est la compensation. Donc, cette compensation-là est partagée avec les courtiers immobiliers. Les courtiers immobiliers, ils peuvent signer un contrat pour vous dire, voilà, si vous êtes agent immobilier indépendant, quand vous avez votre commission, les 100%, toi, tu vas me donner 30% et les 70% vous appartient. Donc, c'est très important, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça, c'est un indépendant. Qu'il pleuve, qu'il neige, les courtiers immobiliers ne lui payera rien. Mais les courtiers immobiliers vont lui offrir des formations, des trainings, des encadrements, des conseils, et puis faire tout pour que les travaux soient protégés par les différents domaines comme les avocats, tout ça, les assurances qui vont protéger et couvrir l'agent immobilier qui fait son service comme son activité d'agent immobilier. Donc, c'est très important de comprendre cette différence-là partout où vous êtes quand nous parlons des agents immobiliers. Donc, c'est très important. Alors, nous allons continuer. Donc, ici, nous allons maintenant spécifiquement parler des tâches d'un agent immobilier. Ça, c'est très important. Vous devez savoir quelles sont les tâches d'un agent immobilier. Donc, les tâches d'un agent immobilier indépendant, nous parlons beaucoup plus d'indépendants puisque c'est eux qui font le travail, qui rencontrent les clients régulièrement à l'extérieur de la compagnie, comparément avec l'agent immobilier employé. Mais l'agent immobilier indépendant, lui sort, il part trouver les clients et puis fait le business. C'est comme ça. Donc, nous avons dit que l'agent immobilier indépendant contacte les clients, acheteurs ou vendeurs, et récolte les informations nécessaires, les besoins et les souhaits du client. Donc, c'est lui qui va être en contact, parler avec les clients, prendre ce que les clients veulent discuter. S'ils sont d'accord, ils signent un contrat d'engagement ou d'emploi avec les clients au nom du courtier immobilier. Souvenez-vous, rappelez-vous, nous avons dit qu'il travaille au nom du courtier immobilier qui est le responsable, qui les supervise. Il s'assure que les clients est approuvé pour un crédit immobilier par une banque en cas d'un achat immobilier. Ici, il faut que je puisse un peu souligner ici. Donc, il faut savoir que quand vous voulez acheter une maison, nous ne pouvons pas, tu viens, voilà, il faut que tu puisses, je veux cette maison ici, et moi je vais, ok, tu veux une maison, je signe un contrat avec toi, et puis je vais aller ouvrir cette maison-là, sans pour autant m'assurer que toi, tu seras capable de payer cette maison-là ou d'acheter cette maison-là. Donc, nous, on est là, c'est notre travail. Notre travail, c'est de vous offrir des maisons. C'est à nous de vous offrir des maisons. Donc, nous ne sommes pas la banque. Donc, quand vous venez, nous voulons nous rassurer que quand je vais marcher pour ouvrir une maison pour vous, je vais me rassurer que vous avez déjà un engagement avec la banque. Donc, la banque a déjà promis que non, ils vont vous aider à acheter une maison. Ils vont vous donner la capacité, les montants et tout comme ça. Ils vont définir ça dans cette lettre-là. Et après, la lettre, le client va nous emmener ça pour que nous puissions être en mesure de lui proposer des maisons à sa taille. Donc, selon son choix. Et si vous êtes, c'est-à-dire vendeur, le vendeur, lui, n'a pas besoin d'une banque. Lui, les contrats, c'est autrement. Mais l'objectif de ces contrats-là, c'est de vendre sa propriété et l'acheteur va venir acheter. Donc, il faut savoir que avant que vous puissiez nous côtoyer, il faut faire attention. Il faut chercher une banque qui va vous qualifier. Et la qualification va nous aider à vous montrer différentes maisons
jusqu'à ce que vous allez faire votre choix. C'est très important pour que vous le sachiez, c'est très important. Donc, nous avons dit qu'il oriente, c'est-à-dire il oriente les clients chez un banquier que nous appelons mortgage lender pour solliciter et obtenir un crédit immobilier en cas d'un achat. Et cela se fait si seulement si ces derniers ne l'avaient pas fait avant leur rencontre. Ici, il faut aussi savoir que pour éviter toujours des confusions, nous ne travaillons pas pour les banques. Prenons par exemple que vous venez avec la lettre et que vous êtes déjà approuvé par la banque, c'est bon, je vous montre. Mais si vous n'avez pas cette lettre-là, vous venez avec moi, bien sûr que je vais signer un contrat d'engagement avec vous, mais je vais vous demander d'aller chercher la banque que vous voulez, ou soit je peux vous orienter de banque pour que ces banques-là puissent vous donner la lettre de qualification ou approuvent ce que nous appelons pour dire voilà, vous êtes capable d'acheter une maison et nous pouvons travailler. Donc, c'est ce je voulais dire par là. Donc, il est très important que vous puissiez comprendre cette étape sur le point 4 que je suis en train de parler. Alors, nous avons dit que l'agent immobilier fait visiter les clients les différentes propriétés selon les choix et demandes de ce dernier. Il joue le rôle d'intermédiaire entre les clients qu'il représente et toutes les parties liées au contrat immobilier. Il est ici très important que vous compreniez que quand vous achetez une maison, vous m'engagez, c'est-à-dire vous m'engagez, je deviens votre agent. Puisque je connais tous les méandres dans le processus d'achat, c'est moi qui fais signer les contrats avec vous, c'est moi qui vous représente pour toute éventualité avec les diverses personnes qui seront dans les processus. C'est comme ça, quand vous avez un agent, vous êtes là et vous êtes à l'aise. Et il faut pas oublier, je vais souligner quelque chose. C'est-à-dire entre l'acheteur et les vendeurs. Vous comprenez? Alors, dans le processus de vente d'une maison ou d'achat d'une maison, d'habitude, l'acheteur ne paye pas la commission, bien la compensation, parce que dans la plupart des cas, c'est les vendeurs qui payent la commission et la commission là est partagée entre les commissionnaires c'est-à-dire l'agent qui a amené les clients et c'est lui qui a mis la maison sur le marché. Donc les vendeurs, lui, va s'attendre avec son agent avec un pourcentage de vente et ce pourcentage-là est partagé avec l'agent qui a amené l'acheteur. Mais la loi dit que les vendeurs et l'acheteur, chacun signe un contrat par rapport à la commission et la compensation avec son agent. Donc, si vous êtes mon client, moi je te représente comme acheteur, on va négocier aussi la compensation. Pourquoi nous allons négocier la compensation? C'est au cas où le vendeur ne donnera pas une compensation qui va couvrir ce que nous attendons, c'est-à-dire notre agence attend de vous. Prenons par exemple, nous avons dit que si on trouve une maison, vous allez payer par exemple 3% de commission ou compensation. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si on conclut une maison et que le vendeur dit que non, il va donner 5% à son agent a la liberté de dire que non, voilà, moi je ne donnerai que 2% à l'agent de l'acheteur. À ce moment-là, si nous avons signé un contrat pour 3% commission, donc vous allez voir que l'agent du vendeur va nous donner déjà le 2%, c'est que vous serez obligé de compléter les 1% dans le processus de l'homme. C'est comme ça, les deux parties, que ce soit l'agent de l'acheteur, signe les contrats en termes de pourcentage. Mais l'agent de vendeur signe les contrats avec le vendeur, mais dans l'objectif de partager sa commission avec l'agent de l'acheteur. Si c'est insuffisant, l'agent de l'acheteur peut
récupérer la différence parce qu'il a signé un contrat en termes de pourcentage avec l'acheteur. Donc là, vous devez comprendre, c'est comme ça, vous allez voir que quand vous allez acheter une maison, l'acheteur ne paie pas la commission, mais si l'acheteur paie la commission, ça peut être à un pourcentage marginal parce que c'est ça le business. C'est-à-dire que l'agent qui représente l'acheteur voudrait récupérer la totalité de sa commission. Mais généralement, c'est les vendeurs qui, si son agent avait bien négocié la commission, et la commission là sera partagée à deux avec l'agent de l'acheteur. Donc là, vous devez bien comprendre. Souvent, les gens ne comprennent pas. Mais, si nous partons du côté agent de l'acheteur, l'agent de l'acheteur, dès qu'il signe les contrats avec l'acheteur, il a l'obligation de faire son travail. C'est-à-dire, ses obligations en tant qu'agent, de protéger son client, d'assurer tous les processus des contrats, d'assurer la qualité de la maison, et puis, toutes ces histoires-là qui permettent jusqu'à ce que l'acheteur va occuper la maison, c'est l'agent. Donc, les contrats, c'est limite, nous allons les voir généralement lorsque l'acheteur a la clé et entre dans sa maison. Donc, vous devez comprendre vraiment ces différences-là. Si vous avez toujours des questions, par exemple, vous pouvez poser des questions, nous texter, envoyer un email. Et ça sera du bien, nous allons toujours vous expliquer les informations que vous n'avez pas reçues ici pour le moment. Donc, il faut bien comprendre cela, que l'agent immobilier joue l'intermédiaire entre en fait, les clients qu'il représente et toutes les parties liées au contrat immobilier. Donc, ceux qui sont liés dans les processus. Alors, l'agent immobilier assure pour les comptes du client tous les processus d'acquisition, de location, de liquidation d'un bien immobilier en termes de contrats, d'avenants, inspection immobilière, d'évaluation de l'immobilier, réparation et toute négociation nécessaire jusqu'à l'exécution complète du contrat. Donc ici, c'est simple à comprendre comme je l'avais dit au début, c'est-à-dire que c'est l'agent immobilier qui assure toutes ces opérations-là. Donc, vous voulez acheter une maison, ok, vous sélectionnez cette maison-là, l'agent immobilier va être sûr, c'est-à-dire va s'assurer que la maison est dans une bonne condition. C'est comme ça, il va vous demander l'inspection. Nous allons parler de l'inspection au moment opportun. Inspection, il y a plusieurs inspections que l'agent immobilier peut solliciter pour être sûr que vous êtes dans une maison qui est très bien bâtie ou très bien protégée. Ou voir aussi est-ce que le terrain n'a pas de problème, parce qu'il faut savoir acheter la maison, c'est pas seulement la structure, mais aussi l'environnement de la structure que vous achetez. Donc l'agent immobilier doit être sûr que tout se passe. Donc vous allez voir, souvent l'agent immobilier va demander beaucoup d'inspections. Et puis nous allons parler, il y a une émission vraiment spéciale que nous allons proposer pour parler de l'inspection. Donc l'agent immobilier va aussi faire, c'est-à-dire toutes les interventions avec d'autres intervenants dans les processus. Donc ça, c'est ce que nous voulons dire. C'est très important pour vous de comprendre cela. Le contrat est clos. Donc, une fois que le contrat est clos ou exécuté, c'est-à-dire que échange de clés entre les vendeurs et l'acheteur sur la table de closing. La table de closing, il faut savoir ici, c'est beaucoup plus sont des avocats qui sont formés pour les contrats immobiliers. Donc là, on va aussi développer certaines émissions en rapport avec ça. Et puis, nous avons dit occupation de la propriété par l'acheteur. Une fois que vous avez occupé la maison, ou réception de chèques fruits de vente par les vendeurs ou les bailleurs. Donc, cela veut dire que celui qui vend la maison, quand le jour où il va recevoir son chèque, c'est-à-dire si je te représente en tant que vendeur, le jour où tu reçois ton chèque là, c'est le jour où le contrat
termine. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est comme ça on dit, etc., etc. Les contrats d'engagement d'un agent immobilier s'arrêtent généralement là. Donc, vous m'avez engagé pour vous aider à trouver une maison. J'ai trouvé, j'ai protégé, vous avez pris votre clé. C'est fini, on s'arrête là, généralement, parce que c'était ça, l'objectif du contrat. Vous ne m'avez pas engagé pour que je puisse faire le suivi après que vous allez recevoir votre clé. Non. C'est-à-dire, vous m'avez engagé pour obtenir une maison, j'ai fait mon travail. Vous m'avez engagé pour vendre votre maison, j'ai vendu votre maison et vous avez votre chèque et mon travail s'arrête là. Au moins que s'il y a un conflit lié à l'opération et que si vous avez ces conflits-là, les conflits-là nécessitent que l'agent immobilier puisse se défendre ou soit puisse témoigner, peut-être la cour peut appeler l'agent immobilier pour aller peut-être expliquer ce qui s'est passé. Mais sinon, nous terminons là. Vous m'avez engagé pour vendre, j'ai vendu, vous avez reçu votre chèque. Vous m'avez engagé pour acheter, vous avez reçu votre clé et vous êtes dans la maison, c'est fini. Donc ça, c'est très important. Et nous allons maintenant vous dire ce que l'agent immobilier n'est pas, puisque ça, c'est cette confusion-là. Et nous demandons aux gens d'éviter cette confusion-là quand vous travaillez avec un agent immobilier. Donc, c'est très important que vous le sachiez. Alors, des confusions à éviter. Confusion à éviter. Mes frères et sœurs, partout où vous êtes aux États-Unis d'Amérique, nous vous aimons bien pour vous accompagner. Mais, essayez de nous éviter des conflits inutiles. Les gens créent des conflits inutiles. Je vais vous dire, les gens créent des conflits inutiles. Il y a des gens que nous accompagnons. Quand il reçoit sa clé, il est dans sa maison. Cette personne-là pense que tous les services qui vont intervenir, c'est nous qui devons trouver des solutions. Non, ce n'est pas. Ça devient votre maison. Si j'ai la bonne foi, je peux vous aider, vous donner une information. Mais si je n'ai pas le temps, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Donc nous allons parler de la maison. Peut-être s'il y avait quelque chose par rapport à ce qui était dans les contrats. Hein. Prenons par exemple, nous avons, je donne un exemple. On a trouvé la toiture était très bien. L'inspection a démontré très bien. Mais après la pluie, vous avez directement, c'est-à-dire la maison est en train de suinter. Ou bien des leaks. Hein? Donc la maison est en train de suinter. À ce moment-là, quand vous m'appelez, je dis que ok, cette maison, les vendeurs nous avaient caché quelque chose et que l'inspecteur n'avait pas bien fait son travail. Donc, c'est-à-dire, ces sujets-là, quand je les reçois, je dois intervenir parce que ça fait partie du processus. Mais les problèmes, par exemple, s'il faut chercher la compagnie pour la poubelle, l'électricité, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ça? Hein? Vous voulez avoir la poubelle pour votre maison. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec les contrats de la maison? Souvent, il faut éviter ces confusions. On va parler de quelques confusions qu'il faut éviter, mes frères et sœurs, quand nous faisons ce travail ici. Nous vous aimons bien quand même. Surtout les gens qui viennent d'Afrique, nos frères. Nous venons, mais quand vous faites le travail, ils n'arrivent pas souvent à valoriser ce que nous faisons parce qu'ils pensent que quand ils achètent et tout ça, surtout, nous les aidons beaucoup. Hein? Les gens qui ne connaissent pas tout ça. Donc, il faut nous éviter ces confusions. Ça sera très gentil, quoi. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi je suis en train de dire ça, mes frères? Donc, ce que vous devez éviter, l'agent immobilier peut partager sa commission ou compensation qu'avec son courtier immobilier responsable. Ou un autre agent immobilier qui a travaillé avec lui dans la même transaction. Ou qui lui a référé les clients pour la même transaction. Ici, je vais insister. Moi, j'ai eu à vendre des maisons, je vais aider mon frère pour acheter une maison. Je vais les protéger. Les jours de closing, c'est-à-dire les jours où on lui remet la clé. On lui remet la clé. Mais je vois sa femme me dit, ah, monsieur Mike, mais où est notre commission? Je suis resté là. C'est comme si j'avais froid. J'ai senti froid.
Je dis, comment est-ce que ça c'est possible ça? C'est-à-dire, les gens souvent amènent les comportements africains ou des pays, je ne sais pas, moi je parle parce que je sais que dans mon pays d'où je viens, les gens ont cette habitude-là. Tu fais ton travail, tu lui donnes la maison qu'il a besoin, et il dit que non, voilà, il faut partager la commission. Ça n'existe pas ici aux États-Unis d'Amérique. La commission ici aux États-Unis d'Amérique ne peut être distribuée qu'avec l'argent. Prenons par exemple, quand vous voulez acheter, j'avais un sous-agent, on a travaillé ensemble. C'est-à-dire quand nous prenons la commission, on partage puisqu'on a fait le travail ensemble. Ou si j'ai fait le travail seul, mais quelqu'un qui est aussi agent immobilier, qui m'a référé, prenons les cas arrivent, moi je suis ici à Georgia, Atlanta, mais quelqu'un qui est un agent immobilier qui est à New York, il appelle, oh Mike, voilà, il y a quelqu'un que je connais, un client qui est à Atlanta, mais veut acheter la maison, je veux que tu travailles avec lui. Ce monsieur-là qui m'a référé la personne, c'est un agent immobilier. Parce qu'il est un agent immobilier, il est protégé par la loi, il mérite d'avoir ce que nous appelons la commission, c'est-à-dire il va avoir une partie de la commission par rapport à un certain pourcentage fixé et on lui envoie la commission dès que le marché est fini. Donc, vous voyez les catégories de gens et la commission, comme je vous avais dit, on les partage avec les courtiers immobiliers qui encadrent l'agent. C'est tout. Donc, la loi ne permet jamais en aucun cas une distribution de la commission à la personne qui n'a pas la qualité d'un agent immobilier. C'est cela. Ceux qui ont les habitudes, cette émission c'est en français. Si vous habitez les États-Unis d'Amérique, que vous soyez Congolais, que vous soyez Togolais, Ivoiriens, tout le monde, beaucoup plus, je pointe les Africains parce que je suis un Africain, laissez ce genre de comportement. Laissez vos frères faire leur travail correctement. Ils vous aident, ils le font avec amour dans les processus. Si tu cherches une bonne banque, ils te donnent la maison. Il ne faut pas aller plus loin pour demander sa commission. Et il ne faut pas aussi manifester la mauvaise foi pour ne pas lui donner les marchés parce qu'il n'avait pas partagé la commission avec toi. Il ne partage pas parce qu'il veut respecter, il ne veut pas que sa licence soit, la licence lui soit retirée. Il veut garder sa licence et servir aussi les autres qui en ont besoin. Et vous avez l'obligation d'aider votre frère à obtenir des marchés. C'est par la loi qu'il ne peut pas partager sa commission avec vous. Donc, contentez-vous d'être content de la maison qu'il vous a donnée. C'est ça, en fait, il a fait son travail. Et vous êtes content et happy, comme on dit ça en anglais. Donc, il faut éviter ce genre de choses, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, surtout Africains qui habitent les États-Unis. Que vous soyez à Georgia, à Atlanta, dans tous les States, ici aux États-Unis d'Amérique. Je pense que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez encore m'appeler et je vais vous expliquer cela. Notez bien, l'agent immobilier ne peut en aucun cas partager sa commission avec une personne non agréée ou qui n'a pas une licence dans le domaine d'immobilier aux États-Unis d'Amérique. Alors, à éviter encore, un agent immobilier n'a pas l'obligation d'aider ou d'accompagner un client lors d'une application de demande de crédit immobilier auprès d'une banque. S'il le fait, il le fera par courtoisie et non pas par obligation. Car le client est le seul et unique responsable d'obtenir et de présenter à l'agent immobilier une lettre de la banque confirmant que le client est préapprouvé pour un crédit immobilier. Là, j'avais déjà expliqué cela. Vous devez vraiment bien comprendre cela. Alors, lors de l'application d'une demande de crédit immobilier, le client peut solliciter le crédit auprès de plusieurs banques ou même au même moment. Le client peut solliciter le crédit auprès de plusieurs banques au même moment et choisir la banque qui lui offrirait beaucoup plus d'avantages. Ici, c'est très important aussi, je voulais souligner. Ici, mes frères, quand vous voulez acheter une maison, il n'y a pas seulement une banque. Votre banque peut vous approuver, vous pouvez aussi chercher une autre banque. Vous pouvez avoir 3 banques au maximum et voir celui qui va vous donner les termes avantagés.
Alors, si vous venez chez moi, je vous aide avec ma banque, ou bien les banques que je travaille avec. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas libre de chercher votre banque. Ce que nous évitons ici souvent, c'est quoi? Il y a plusieurs banques, ils ont plusieurs modalités, plusieurs avantages, plusieurs produits qu'ils offrent. Il y en a plus de milliers de banques ici aux États-Unis d'Amérique. Et un agent immobilier ne peut pas travailler avec des milliers de banques ici. Peut-être qu'il travaille avec un ou des banques qu'il connaît, parce qu'il n'est pas l'agent, c'est seulement une connaissance, échange pour aider les clients. Et souvent, nous rencontrons des difficultés lorsque je donne à un client une banque, et quand nous allons faire les closings, c'est-à-dire il va prendre la clé, après quelques mois, il commence à voir, non, moi, les closings c'était cher, et tout qu'on sort. Vous allez voir des complications inutiles, parce que là, le client vit la réalité, être locataire et devenir propriétaire, c'est différent. Nous allons parler de ça, la différence, parce que les gens ne comprennent pas, c'est toute une responsabilité. Donc, il ne faut pas chercher à stigmatiser ou à discriminer l'agent qui vous a aidé à chercher une banque. La banque, là, lui ne travaille pas là-bas, il vous a orienté, mais vous êtes aussi responsable vous-même de chercher plusieurs banques, au maximum 3, et voir la banque que vous allez choisir pour faire le business, afin que vous puissiez devenir propriétaire. C'est très important de comprendre cela. Alors, l'agent immobilier n'est pas, je souligne, un agent de la banque de crédit immobilier ou la banque elle-même. Ici, il faut noter que toutes les discussions, questions, changements ou revendications quelconques avec le financement du crédit immobilier et la responsabilité directe entre les clients et la banque, avant et après le financement. L'agent immobilier n'a rien à voir avec ça. Il peut donner quelques éclaircissements, mais pas sa responsabilité. Ici aussi, c'est clair. L'agent immobilier, d'ailleurs, la loi, on nous dit quoi? Que dit la loi? Quand vous appliquez pour une banque, l'agent immobilier va vous aider pour faire l'application. Mais dès que la banque prend vos informations, la banque n'a pas l'obligation. D'ailleurs, il n'est pas permis à la banque de communiquer avec l'agent immobilier sans l'autorisation du client. Donc, c'est-à-dire sans l'autorisation de l'acheteur. La banque ne peut jamais faire des négociations ou donner une information à un agent immobilier. La banque donnera toujours les informations directement au client. Mais si le client donne l'autorisation, ah ok, vous pouvez aussi travailler avec, c'est-à-dire si vous avez des informations, passez par mon agent aussi, ça sera très important. Oui, la banque peut passer par ton agent sous ton autorisation, mais la banque ne donnera pas les informations à ton agent. Normalement, d'autres banques n'accepteraient pas ça. Les banques vont te donner l'information et puis toi, tu donnes à ton agent si tu veux communiquer avec lui. C'est comme ça que dans la plupart des temps, puisque quand vous faites l'application, la banque, dès que vous terminez, vous donnez toutes les informations, la banque va vous donner ce qu'on appelle loan estimate, c'est-à-dire l'estimation de tout ce qui va se passer dans votre crédit. Et vous allez présenter à votre agent pour discuter. Et à ce moment-là, l'agent n'a pas l'obligation de vous expliquer ça. Il va le faire par courtoisie et un éclaircissement. Mais vous avez le devoir et l'obligation de contacter l'agent de la banque parce que lui aussi a l'obligation de vous expliquer pour bien comprendre les crédits, les termes de crédit. Évitez cette confusion-là de penser que l'agent immobilier, c'est lui-là qui va vous expliquer tout ce qui est de la banque. Non, c'est toi avec la banque. Vous comprenez? C'est vous avec la banque. Donc, l'agent immobilier peut vous aider si vous donnez l'autorisation. Il peut aider si aussi la banque là a la courtoisie de négocier avec l'agent immobilier pour votre compte. Donc là, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention et comprendre que non, voilà toutes les responsabilités. Même quand on fait les closings, après les closings, c'est-à-dire après que vous avez votre maison, si vous n'avez pas compris certains éléments, rappelez-vous, moi et vous, ou bien l'agent immobilier et vous, les contrats s'arrêtent quand vous avez des clés
bon, finish. Tu vas encore appeler, non, je ne comprends pas, papa Mike, comment est-ce qu'il y a des choses. Là, c'est toi et la banque. Si la banque a commis une erreur, ou soit tu as trouvé des éléments importants, remarquables comme erreur, nous allons parler de ça au moment opportun. Comment est-ce que vous pouvez être capable, parce que les gens ne comprennent pas qu'ils ont aussi les droits. Quand une banque n'a pas bien fait son travail, vous avez les droits de réclamer, même si vous occupez déjà la maison, il y a même un délai, vous pouvez même canceller les contrats. On va parler de ça au moment opportun. Mais ici, il faut comprendre d'une manière générale que l'agent immobilier n'est pas là pour vous assister dans les discussions avec la banque. Non, ça c'est votre négociation avec la banque elle-même et vous. Donc il faut comprendre cela. Alors, l'agent immobilier n'est pas un évaluateur immobilier certifié, mais peut faire l'analyse sur les prix estimatifs d'un bien immobilier et la présenter au client. Ici, c'est très simple à comprendre. Ça, les cas ici, c'est beaucoup plus pour les gens, les vendeurs. C'est lui qui veut vendre sa maison. Je vais vous dire quelque chose. Nous, en tant qu'agent immobilier, quand vous intervenez sur le terrain, donc, nous avons une analyse de prix que nous allons faire. L'analyse de prix comparablement aux maisons qui ont été vendues dans l'espace d'une certaine distance. Et puis les prix, on peut prendre 2-3 prix des mêmes maisons. 3 chambres, c'est 3 chambres, 4 chambres, 4 chambres. Les mêmes maisons là. On va faire la balance pour estimer quel est le prix. Et vous êtes les seuls responsables de cette décision-là. Nous allons dire que non, voilà, cette maison, si nous voulons la vendre, voilà les prix, ça va. Cette maison, à ton côté, là, dans 3 avenues, on a vendu ça tel jour, c'était autant. Tout ça. Mais c'est vous-même qui allez faire la décision parce que c'est votre bien. Vous pouvez mettre votre bien à tous les prix que vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais le problème, c'est que si vous fixez mal les prix de votre maison, la maison là va rester sur le marché pour longtemps parce que vous avez exagéré. C'est comme ça nous conseillons toujours. Nous ne sommes pas des évaluateurs certifiés, puisqu'il y a des gens qui ont aussi une licence seulement pour la certification d'évaluation des maisons. Et souvent, quand nous avons un vendeur qui veut vendre la maison, on a toujours conseillé au vendeur d'engager cette personne-là, cet individu-là. Cet individu va faire la certification. Il faut savoir que quand un évaluateur qui a une licence fait la certification, il est difficile pour qu'un autre évaluateur puisse changer ça. C'est très important pour vous de comprendre cela. Mais si le client dit non, voilà, je n'ai pas l'argent, bon voilà, je propose ceci comme la maison dans 3 avenues, tel jour était vendu à autant, moi je pense que, bon voilà, comme c'était vendu à 300, bon moi je vais mettre ma maison à 310, ou je vais mettre à 290, 295. Donc les prix se discutent comme ça, et quand nous discutons les prix, on est d'accord, et puis on va publiciter votre maison pour que ça soit vendu. Donc ça, il faut le savoir. L'agent immobilier ne certifie pas les prix de la maison. Lui, il va vous proposer, et vous, les vendeurs, vous faites la décision. Ok? Donc, il faut savoir, c'est très important pour que vous le sachiez. Un agent immobilier n'est pas un avocat dans le domaine immobilier. Mais sa fonction lui oblige de faire respecter les prescrits de la loi dans le processus. Donc, souvenez-vous, j'ai dit que c'est l'agent immobilier, donc, souvenez-vous, j'ai dit que c'est l'agent immobilier qui prépare tous les contrats. L'avocat ne viendra pas dans le processus là. C'est l'agent immobilier qui connaît ce qu'il doit faire pour protéger, en fait, les droits et les devoirs de chaque partie. C'est ça son travail. Donc, on peut dire, c'est comme si on était des substituts des avocats, puisque ici, dans ce domaine ici, l'avocat, les seuls avocats qui interviennent, c'est quand vous êtes sur la table de closing pour faire l'échange des clés et du chèque pour les vendeurs. Il prend son argent, toi tu prends ta clé et c'est lui qui fait ça, c'est ça l'avocat. On appelle ça closing attorney. Et
Pour les possessifs, par exemple, l'agent immobilier peut vous expliquer les contrats, mais il ne se prévaloir pas comme un avocat. Donc, cela ne vous empêche pas de chercher un avocat quand vous signez un contrat. Même si quand vous signez le contrat d'engagement avec un agent immobilier, vous pouvez engager votre avocat pour bien voir les termes du contrat et discuter. Même si l'agent immobilier fait son travail, mais à chaque étape, quand il y a un document à signer, un document juridique, cherchez votre avocat, vous pouvez avoir des conseils avant de signer. Donc, quand vous signez un document, il ne faut pas porter ça ou mettre ça sur le dos de l'agent parce que lui n'a fait que son travail. Et vous devez seulement être prudent aussi de bien voir si l'agent, peut-être il y a des agents aussi qui font des habits, il faut toujours être prudent aussi. C'est très, très, très important. Donc, l'agent immobilier n'est pas un représentant des entreprises et services intervenant avant et après exécution d'un contrat dans une transaction immobilière. Là aussi, c'est très important, comme je l'avais dit, nous ne représentons pas les sociétés, on est seulement des intermédiaires. Ça dit que si tu ne comprends pas, moi, en tant que votre agent, je peux intervenir pour avoir des explications. Je vais intervenir. Mais je ne travaille pas chez eux. Si un inspecteur a fait un travail et après nous avons trouvé des erreurs, il ne faut pas mettre ça sur moi. Puisque moi, je ne suis pas un inspecteur. Si par exemple, donc ça dit tous les services qui vont participer dans le processus, moi je ne les représente pas. Moi je vous représente. Je défends vos droits. Mais ces gens-là font aussi leur travail dans les rapports. Moi je suis limité dans mes obligations en tant qu'agent et faire ce que je dois faire. Je fais mon travail et à la fin, nous allons conclure le business. C'est tout. Et quand il y a un problème, il ne faut pas dire non, toi tu as fait. Non, moi je ne les représente pas. C'est-à-dire l'agent immobilier ne représente pas ces gens-là. Et ils ont leur responsabilité. Même si quand il y a conflit, c'est eux qui doivent se présenter à la cour. Il n'y aura pas l'agent immobilier parce que l'agent immobilier, son travail, c'est de défendre son client. Ça, c'est clair. C'est-à-dire pour toute question concernant cette émission ou concernant les immobiliers aux USA, ou services immobiliers que nous pouvons vous offrir, vous pouvez nous contacter à ce numéro-là que nous avons posté. Donc, vous pouvez toujours nous contacter pour avoir des explications. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voulait vous parler des rôles d'un agent immobilier. Donc, il faut vraiment éviter des confusions. Il faut éviter des confusions, mes frères et sœurs, quand vous êtes dans les processus d'achat ou de vente de votre maison ou de location ici aux États-Unis. Donc, nous avons fait un effort pour vous donner l'essentiel de ce que vous devriez savoir. Vous pouvez toujours nous contacter à tout moment. Quand vous avez une question, nous serons toujours là pour vous assister. Nous profitons aussi de cette émission pour vous dire ce que nous pouvons vous offrir. Donc, nous, comme nous sommes là, je suis expert immobilier, mais aussi ici aux États-Unis, je peux aussi vous offrir d'autres services. Donc, vous voyez les services qui sont bien étalés là-bas, beaucoup plus pour les taxes qui vont commencer. Donc, nous pouvons vous aider aussi dans ces services. Si vous êtes aux États-Unis, quel que soit l'endroit, les states où vous êtes, nous pouvons toujours vous aider dans ces domaines-là. Ce sont nos domaines, les domaines que nous avons cités là-bas. C'est ce que nous faisons ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, pour tous ceux qui veulent travailler avec nous, vraiment, vous voulez vendre votre maison ou bien acheter une maison, pour ceux qui sont, puisque nous sommes ici à Georgia, Atlanta, donc n'ayez pas vraiment de doutes pour travailler avec nous, vous ne serez jamais déçus, donc il faut avoir les témoignages. Je demande à tout le monde qui peut attendre, vous pouvez nous référer les gens pour travailler avec nous. Donc, ce que vous voyez, c'est là où nous sommes, ce sont nos adresses, nos numéros. Donc, vous pouvez toujours nous appeler pour travailler avec nous. Alors, nous avons un message spécial. Nous avons un message spécial. Le message spécial que nous avons ici, c'est par rapport aux frères congolais. Donc, ici, c'est spécialement pour nos frères congolais. Donc, on voulait demander spécialement à nos frères congolais
les Congolais qui habitent Atlanta, ça va? Ça c'est, je sais que l'émission, ça va atteindre tout le monde dans le monde entier, mais ça c'est pour les Congolais, puisque je suis d'origine congolaise, et je demande à mes frères et sœurs, ces documents ici, c'est une lettre que je vous adresse. Donc, partout où vous êtes, prenez le temps de lire cette lettre. Je demande que votre main, votre aide, pour que nos activités puissent avancer. Et à travers Moelle TV, donc vous pouvez suivre toutes nos émissions. Donc, la lettre ici est, en fait, adressée à nos frères congolais. Partout où vous êtes, vous pouvez toujours nous aider et participer dans nos activités. Ça nous fera très plaisir. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Vraiment, si vous aimez, partagez l'émission, like l'émission et aussi faites vos commentaires dans cette vidéo et vous pouvez toujours nous appeler à tout moment. Alors, je pense que nous allons nous rencontrer à la prochaine fois à un autre numéro, toujours sur l'immobilier. Je pense que prochainement, nous allons essayer un peu de parler vraiment beaucoup plus de loan pour vous expliquer quels sont les processus, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez appliquer et beaucoup de scénarios. Merci. Alors, nous allons nous rencontrer à la prochaine. Bye bye. La maison. On vient de me remettre les clés. Donc pour aujourd'hui, je suis maintenant propriétaire de la maison que vous voyez derrière nous. Si nous avons à témoigner, comment est-ce que nous avions amorcé ce processus avec Papa Mike. Et il m'a vraiment aidé. Il nous a aidés dans notre famille, dans notre couple. Vous voyez ici aux États-Unis, rester sous les appartements, c'est comme si vous êtes en train de gaspiller l'argent. L'argent qui ne vous reviendra pas. Mais grâce à lui, grâce à son soutien, ses conseils, et nous avions pris cette initiative de vouloir changer un peu les données. C'est-à-dire quitter à être locataire et être chez soi-même. Et Dieu nous a fait grâce, nous avions commencé et nous avions abouti. Ce que nous pouvons dire, que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans l'ignorance et qui pensent que le fait de rester dans les appartements, c'est-à-dire cela pourrait être bénéfique pour eux. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que vous êtes en train de gaspiller l'argent qui ne reviendra pas. Alors, vous pouvez emboîter aussi nos pas. N'hésitez pas à nous contacter, à les contacter si possible. Donc, Papa Mike est mieux placé pour nous aider, pour vous aider, aider la communauté, tous ceux qui sont en difficulté, même au-delà des achats de parcelles, vous pouvez venir avec d'autres préoccupations et il est là. Moi, je pense qu'il ne faut pas suivre ce que les gens disent, des commentaires. Il est là, il est bon, il est souple, il m'a aidé. En tout cas, si ce n'était que pour moi-même, je ne saurais pas parce qu'il y a trop de choses qu'il fallait faire. Donc, grâce à son soutien que nous sommes arrivés là où nous sommes. Donc, venez nombreux, Congolais, étrangers, Africains, venez, c'est votre frère. Mike Mohele, c'est votre frère, il va vous aider comme il m'a aidé et il a aussi aidé tant d'autres personnes que nous connaissons. Merci beaucoup. Premier propriétaire, locataire, il y a un peut-être Bakoya, Baokutambiso, Nabaolo Bayaki Biboso, de Bazawa. Aza makila na biso, aza ndeko na biso, awosunga biso. Totika obo na boye ete toya epanaye,
aosunga o zaki na crédit ebeba yaka epana ye akosala biloko nyonso wana epuis osepa na pesi merci ndeko ndenge tovandi na baappartement tozobebisa mbongo vomeke omitu bakambeli obimisa oyo oza nango opesa apres ozala place na yo ya kimia bana bavanda na kimia basakana na kimia